Ma sœur a avoué qu'elle est amoureuse de mon fiancé et m'a demandé de m'effacer pour qu'elle puisse la voir. Ma sœur a avoué qu'elle est amoureuse de mon fiancé et m'a demandé de m'effacer pour qu'elle puisse la voir. Quand j'ai refusé, elle a convaincu mes parents de la soutenir et a même appelé la mère de mon fiancé pour saboter notre relation. Je n'aurais jamais pensé écrire ceci, mais j'ai besoin de le sortir quelque part. Ma sœur Edith, 28 ans, a toujours été la favorite de la famille. Moi, 31 ans, j'ai appris à vivre en étant le second choix toute ma vie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle essaie de me prendre la seule personne qui m'avait choisi en premier. Edith et moi avons grandi dans une maison où elle ne pouvait rien faire de mal. Quand nous étions enfants et que quelque chose se cassait, maman me demandait ce que j'avais fait de mal avant même de regarder Edith. Quand Edith a raté son permis de conduire 3 fois, papa lui a quand même acheté une voiture pour lui remonter le moral. Quand j'ai été diplômé major de ma promotion à l'université, la conversation pendant le dîner portait sur le nouveau petit ami d'Edith. J'ai déménagé à 22 ans et j'ai appris à construire ma propre vie. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Davis, 34 ans, dans un café près de mon bureau. Il lisait le même livre que je venais de finir, et nous avons fini par parler pendant 2 heures. Davis travaille comme ingénieur pour une entreprise de construction. Il est calme, réfléchi, et la première personne qui m'ait jamais fait sentir que j'étais son premier choix. Nous avons emménagé ensemble au bout d'1 an, et il m'a demandé en mariage il y a 6 mois. La bague n'est pas énorme, mais il a économisé pendant des mois pour l'acheter. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Edith est célibataire depuis 2 ans. Elle a rompu avec son petit ami de longue date, Wesley, quand elle a décidé qu'elle voulait voyager, se trouver. Elle a passé 6 mois à voyager en sac à dos à travers l'Europe, et rentré, a travaillé à temps partiel dans un studio de yoga, puis a décidé que ce n'était pas assez épanouissant non plus. Maman et papa l'ont soutenue financièrement pendant tout ce temps, car Edith est encore en train de chercher sa voie dans la vie. Le problème a commencé il y a environ 4 mois, quand Edith est revenue dans sa ville natale. Elle vivait à Portland, mais a décidé que sa famille lui manquait. Maman était ravie. Papa a immédiatement commencé à dire à quel point ce serait bien d'avoir à nouveau ses 2 filles près de lui. Ils ont invité Edith à rester dans leur chambre d'amis pendant qu'elle cherchait son propre appartement. La première fois qu'Edith a rencontré Davis, c'était lors du dîner du dimanche chez nos parents. Maman fait toujours de ses dîners un grand événement quand Edith est là. Elle met la table avec la belle vaisselle et prépare les plats préférés d'Edith. Davis et moi avons généralement droit à des assiettes normales et à ce que maman a envie de cuisiner. Edith est entrée dans la salle à manger vêtue d'une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait fait quelque chose de différent avec ses cheveux et portait du maquillage, ce qu'elle ne prend jamais la peine de faire normalement. Elle a fait un long câlin à Davis quand je les ai présentés, commentant à quel point il était grand et à quel point j'avais de la chance. Pendant le dîner, elle lui a posé toutes sortes de questions sur son travail, ses passe-temps, sa famille. Elle riait de tout ce qu'il disait, même des choses qui n'étaient pas particulièrement drôles. Davis était poli mais ne semblait pas excessivement intéressé. Il a répondu à ses questions et a essayé de m'inclure dans la conversation. J'ai remarqué maman qui regardait Edith avec ce sourire fier, le même qu'elle avait quand Edith jouait dans les pièces de théâtre de l'école. Le deuxième dîner a été pire. Edith portait un haut encore plus décolleté et s'est assise juste en face de Davis au lieu d'être à côté de maman comme d'habitude. Elle avait fait des recherches sur la construction et l'ingénierie depuis la dernière visite et lui a posé des questions détaillées sur ses projets. Elle a raconté des histoires sur ses voyages qui la faisaient paraître aventureuse et libre d'esprit. Quand Davis a mentionné que nous pensions faire un voyage en Italie pour notre lune de miel, Edith s'est lancée dans une description de 20 minutes de son séjour à Rome, avec des recommandations de restaurants et des trésors cachés que seuls les locaux connaissent. Maman buvait chacune de ses paroles. Papa hochait la tête, ajoutant de temps en temps des commentaires sur à quel point Edith était devenue cosmopolite. J'étais assise là, à manger le rôti de maman, en regardant ma sœur se donner en spectacle pour mon fiancé pendant que mes parents constituaient le public. Après le dîner, Edith a insisté pour montrer à Davis les albums photos de son voyage en Europe. Elle s'est assise près de lui sur le canapé, lui touchant occasionnellement le bras en expliquant les histoires derrière les photos. Davis avait l'air mal à l'aise, mais était trop poli pour s'éloigner. Quand j'ai suggéré que nous devrions rentrer, Edith a fait la moue et a dit que la soirée ne faisait que commencer. Le 3e dîner a eu lieu 3 semaines plus tard. J'avais espéré qu'Edith aurait trouvé son propre appartement d'ici là, mais elle a dit à maman qu'elle cherchait toujours le bon appartement. Cette fois, elle avait préparé le dessert,
un tiramisu, qui se trouve être le dessert préféré de Davis. Elle avait découvert cela d'une manière ou d'une autre, bien que je ne me souvienne pas l'avoir mentionné devant elle. Edith a servi à Davis une très grande part et s'est assise à côté de lui pendant qu'il la mangeait, lui demandant si le goût était authentique par rapport à ce qu'il avait pu goûter dans les restaurants italiens. Elle s'était positionnée de telle manière que chaque fois qu'il se tournait pour lui répondre, il devait se pencher loin de moi. Quand il a complimenté le tiramisu, Edith a rayonné et a dit qu'elle avait pris un cours de cuisine à Florence spécialement pour apprendre à le faire. Ce soir-là, sur le chemin du retour, j'ai demandé à Davis ce qu'il pensait d'Edith. Il est resté silencieux une minute avant de dire qu'elle semblait assez gentille, mais qu'elle essayait peut-être un peu trop d'impressionner tout le monde. Je me suis senti soulagé qu'il l'ait remarqué aussi. La situation s'est envenimée 2 semaines plus tard, quand Edith a commencé à apparaître dans les endroits où Davis et moi nous trouvions. Elle est apparue au marché fermier le samedi matin, prétendant qu'elle venait de découvrir à quel point les légumes frais étaient meilleurs que ceux des supermarchés. Elle se trouvait au même cinéma que nous le vendredi soir, pour voir le même film que nous avions prévu de regarder. Elle s'est jointe à notre table à la brasserie où Davis et moi allons pour les soirées quiz, disant qu'elle avait entendu dire qu'ils avaient de la bonne musique live. À chaque fois, Edith avait une explication raisonnable pour sa présence. Elle explorait le quartier. Elle adorait ce groupe en particulier. Elle voulait voir ce film de toute façon. Mais elle finissait toujours par s'immiscer dans nos plans, trouvant des moyens de s'asseoir à côté de Davis ou de marcher à ses côtés. Le point de rupture a été atteint il y a 3 semaines, à la fête d'anniversaire de mariage de maman et papa. Edith avait proposé d'aider à l'organiser, et maman était reconnaissante de son aide. La fête a eu lieu dans un joli restaurant du centre-ville avec une trentaine d'amis de la famille et de parents. Edith a fait un discours pendant le dîner sur le fait que maman et papa étaient son inspiration pour le véritable amour et que voir leur mariage lui avait appris ce qu'il fallait rechercher dans une relation. Elle a parlé de l'importance de trouver quelqu'un qui partage vos valeurs et vos rêves. Puis elle a regardé directement Davis et a dit que certaines personnes ont la chance de trouver ce genre de connexion, même si le timing n'est pas toujours parfait. J'ai senti mon estomac se nouer. Davis s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Quelques parents ont jeté des regards entre Edith et moi avec des expressions confuses. Après le discours, Edith s'est assurée de danser avec Davis pendant les slows, disant qu'en tant que demoiselle d'honneur à notre mariage, elle voulait s'entraîner pour ne pas lui marcher sur les pieds pendant la danse du cortège. Elle a passé toute la danse à lui parler doucement à l'oreille, le faisant rire de choses que je ne pouvais pas entendre de l'autre bout de la pièce. Plus tard dans la soirée, maman m'a prise à part pour me dire à quel point c'était merveilleux qu'Edith et Davis s'entendent si bien. Elle a dit que cela signifiait beaucoup pour elle que mon futur mari puisse apprécier les qualités spéciales d'Edith. Elle a continué en disant qu'Edith avait un don pour créer des liens avec les gens et que c'était agréable de voir quelqu'un qui pouvait la suivre intellectuellement. J'ai dit à maman que le comportement d'Edith me mettait mal à l'aise et qu'il semblait qu'elle flirtait avec Davis. Maman a semblé sincèrement choquée. Elle a dit qu'Edith était juste amicale et que j'étais paranoïaque et jalouse de ma propre sœur. Elle m'a rappelé qu'Edith avait toujours été plus extravertie que moi et que c'était simplement sa personnalité. Elle a suggéré que je devrais être reconnaissante qu'Edith fasse un effort pour accueillir Davis dans la famille au lieu de chercher des problèmes là où il n'y en avait pas. Cette conversation a eu lieu il y a 2 semaines. Depuis, Edith a intensifié ses efforts. Elle envoie maintenant des SMS directement à Davis, lui envoyant des articles sur des projets de construction ou des photos de bâtiments qu'elle pense qu'il trouverait intéressants. Elle l'a invité à faire de la randonnée avec elle, prétendant qu'elle avait besoin de quelqu'un de fort pour l'aider à se sentir en sécurité sur les sentiers. Quand Davis a poliment décliné, elle a suggéré que nous pourrions peut-être y aller tous les 3, puis a passé toute la randonnée à marcher devant avec Davis pendant que je luttais pour suivre derrière eux. Elle a aussi commencé à laisser tomber des commentaires sur nos différences. Elle mentionne qu'elle est plus aventureuse que moi, plus cultivée, plus spontanée. Elle parle de la façon dont elle a appris à embrasser pleinement la vie pendant ses voyages, contrairement à certaines personnes qui ont peur de prendre des risques. Elle dit ces choses avec un sourire, comme si c'était des compliments, mais le message est clair. Dimanche dernier, Edith a annoncé qu'elle avait décidé de ne pas chercher son propre appartement après tout. Elle a dit que vivre à la maison l'aidait à économiser de l'argent et qu'elle adorait passer du temps avec la famille après avoir été absente si longtemps. Maman rayonnait pratiquement de bonheur. Papa a dit qu'il était fier d'Edith d'être pragmatique et tournée vers la famille. Edith m'a regardé droit dans les yeux quand elle a dit que certaines personnes sont si pressées de déménager et de vivre leur propre vie qu'elles oublient ce qui est vraiment important.
Elle a dit qu'elle avait appris pendant ses voyages que le foyer est là où se trouve le cœur et qu'elle était reconnaissante de l'avoir réalisé avant qu'il ne soit trop tard. Davis a commencé à trouver des excuses pour ne pas aller au dîner de famille. Il dit qu'il est fatigué du travail ou qu'il a d'autres projets. Quand j'insiste, il dit simplement que les dîners sont bien, mais qu'il préférerait passer notre temps libre ensemble, juste nous deux. Je pense qu'il sent que quelque chose ne va pas, mais il ne veut pas causer de problème en disant quoi que ce soit directement. Hier, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Edith m'a appelé en pleurant, disant qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un d'un problème personnel. Elle m'a demandé si elle pouvait passer à notre appartement. Contre mon meilleur jugement, j'ai dit oui. Edith est arrivée en jean et pull, sans maquillage, l'air vulnérable et triste. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à sa vie et à ses relations et qu'elle avait réalisé quelque chose d'important. Elle a dit que parfois, on ne reconnaît pas ce que l'on cherche avant de le voir juste devant soi. Puis elle m'a dit qu'elle avait développé des sentiments pour Davis. Elle a dit que c'était arrivé progressivement et qu'elle avait essayé de lutter contre, mais qu'elle ne pouvait plus nier ses émotions. Elle a dit que Davis était tout ce qu'elle avait toujours voulu chez un partenaire. Intelligent, stable, gentil, ambitieux. Elle a dit qu'elle pensait que Davis pourrait aussi avoir des sentiments pour elle, d'après leur conversation et la façon dont il la regardait. Edith m'a demandé si j'envisagerais de m'effacer pour qu'elle puisse poursuivre une relation avec Davis. Elle a dit que puisque Davis et moi n'étions pas encore mariés, il n'était pas trop tard pour faire un choix différent. Elle a dit qu'elle pensait que Davis et moi nous étions contentés l'un de l'autre par commodité, mais qu'elle pouvait lui offrir un véritable partenariat basé sur une compatibilité et une passion authentique. J'ai dit à Edith de partir. Je lui ai dit que Davis et moi étions fiancés, que nous nous aimions, et que sa demande était complètement inappropriée. Edith s'est mise à pleurer et a dit qu'elle était désolée d'en avoir parlé, mais qu'elle ne pouvait rien faire contre ce qu'elle ressentait. Elle a dit que l'amour n'était pas quelque chose que l'on pouvait contrôler, et qu'il serait mal d'ignorer quelque chose de si puissant au nom des conventions. Elle est partie il y a environ 1 heure. Je suis assise ici à regarder ma bague de fiançailles, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Davis n'est pas au courant de la visite d'Edith ni de sa confession. Mes parents ne savent pas ce qu'Edith m'a demandé. Je n'arrête pas de penser au fait qu'Edith a toujours eu ce qu'elle voulait et que mes parents l'ont toujours aidé à l'obtenir. Je suis terrifié à l'idée que cette fois ne soit pas différente. J'ai peur que si je dis à Davis ce qu'Edith a dit, cela sèmera le doute sur notre relation. J'ai peur que si je le dis à mes parents, ils trouveront un moyen de faire en sorte que ce soit de ma faute pour ne pas avoir été assez compréhensive envers les sentiments d'Edith. Je ne sais pas si je devrais confronter Edith à nouveau, parler à mes parents, ou simplement essayer de faire comme si cela n'était jamais arrivé. Tout ce que je sais, c'est que la seule chose dans ma vie qui était purement à moi est maintenant menacée, et je ne sais pas comment la protéger. Première mise à jour. Je n'aurais jamais pensé revenir ici pour écrire une autre mise à jour, mais les choses ont empiré. Pour ceux qui se souviennent de mon premier message, ma sœur Edith avait avoué avoir des sentiments pour mon fiancé Davis et m'avait demandé de m'effacer pour qu'elle puisse le séduire. J'ai décidé de ne pas parler tout de suite à Davis de la confession d'Edith. Je pensais qu'elle se calmerait peut-être une fois qu'elle réaliserait à quel point j'étais sérieuse quant à la protection de ma relation. J'avais tort. Le lendemain de la visite d'Edith à mon appartement, elle s'est présentée au travail de Davis. Elle lui a apporté le déjeuner de sa sandwicherie préférée, disant qu'elle était dans le coin et qu'elle pensait qu'il pourrait avoir faim. Davis m'a envoyé un SMS à ce sujet plus tard, disant que c'était un geste gentil, mais un peu inattendu. Il a dit qu'Edith était restée environ 20 minutes, parlant d'un documentaire qu'elle pensait qu'il trouverait intéressant. J'ai appelé Edith ce soir-là et je lui ai dit de rester loin du lieu de travail de Davis. Elle a joué l'innocente, disant qu'elle était juste gentille et que je surréagissais. Elle a dit qu'apporter le déjeuner à quelqu'un n'était pas un crime et que je devais peut-être examiner pourquoi j'étais si peu sûre de moi à propos de leur amitié. 2 jours plus tard, Edith a convaincu maman et papa d'inviter Davis et moi à dîner pour célébrer la promotion de papa au travail. Quand nous sommes arrivés, Edith avait cuisiné le plat préféré de Davis, le tiramisu de la fois précédente n'était qu'un début. Elle avait découvert d'une manière ou d'une autre que Davis adorait la recette de pain de viande de sa mère et avait passé la journée à préparer sa propre version à partir de zéro. Pendant le dîner, Edith a monopolisé la conversation avec des histoires sur ses aventures culinaires en Italie. Elle a décrit comment elle avait appris à faire des pâtes fraîches avec une femme âgée en Toscane et comment la nourriture était une façon de montrer l'amour dans la culture italienne. Elle a dit que cuisiner pour quelqu'un était l'un des gestes les plus intimes que l'on puisse faire.
Maman et papa ont loué les talents culinaires d'Edith et ont demandé à Davis ce qu'il pensait du pain de viande. Davis a dit que c'était délicieux, mais semblait mal à l'aise avec toute l'attention portée sur les efforts d'Edith pour l'impressionner. Après le dîner, Edith a insisté pour montrer à nouveau à Davis ses albums photos, se concentrant cette fois sur les photos des cours de cuisine qu'elle avait suivis. J'en ai finalement eu assez. Quand Edith est allée à la cuisine chercher le dessert, je l'ai suivie et je lui ai dit d'arrêter. J'ai dit que son comportement était inapproprié et qu'elle devait respecter ma relation. Edith s'est retournée, les larmes aux yeux, et a dit qu'elle ne pouvait rien faire contre ses sentiments et que ce n'était pas juste de ma part de lui demander de faire comme s'il n'existait pas. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit que Davis avait répondu à ses SMS et semblait apprécier leur conversation. Elle a dit que je devrais peut-être me demander pourquoi Davis était si amical avec elle s'il était vraiment engagé dans notre relation. Je suis retourné dans la salle à manger et j'ai trouvé Davis en train de regarder l'album photo d'Edith avec maman et papa rassemblés autour de lui. Edith avait apparemment documenté chaque repas qu'elle avait appris à cuisiner pendant ses voyages, et papa demandait à Davis s'il avait déjà été intéressé par un cours de cuisine lui-même. Sur le chemin du retour, j'ai interrogé Davis sur les SMS d'Edith. Il a semblé surpris et a dit qu'elle lui avait envoyé quelques articles et photos, mais qu'il répondait généralement par de brefs messages de remerciement pour être poli. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé que cela me mettait mal à l'aise et qu'il pouvait lui demander d'arrêter si je le voulais. Je lui ai dit que ce serait probablement mieux, mais je n'ai pas mentionné la confession d'Edith ni sa visite à son travail. J'espérais toujours que cela se calmerait sans créer un plus grand drame. Le lendemain, Davis a envoyé un SMS à Edith, lui demandant de limiter leur communication aux contextes familiaux de groupe. Edith m'a appelé 1 heure plus tard, furieuse. Elle m'a accusé de monter Davis contre elle et a dit que j'étais contrôlante et manipulatrice. Elle a dit que Davis était un adulte qui pouvait décider par lui-même à qui il voulait parler. Puis Edith a lâché une bombe. Elle a dit que maman lui avait parlé de la situation et que maman pensait que j'étais déraisonnable. Selon Edith, maman avait dit que Davis semblait vraiment apprécier la compagnie d'Edith et qu'il était naturel pour lui d'apprécier d'avoir quelqu'un dans la famille qui partageait ses intérêts. J'ai appelé maman immédiatement pour lui demander si c'était vrai. Maman a soupiré et a dit qu'Edith avait été contrariée que Davis lui demande de prendre ses distances et qu'elle avait juste essayé de réconforter Edith en soulignant que la demande de Davis venait peut-être de moi plutôt que de ses propres sentiments. J'ai demandé directement à maman si elle pensait que le comportement d'Edith était approprié. Maman est restée silencieuse un long moment avant de dire qu'Edith avait traversé beaucoup de choses récemment et que ses sentiments pour Davis n'étaient probablement qu'un symptôme de son besoin de trouver de la stabilité et des liens après sa rupture et ses voyages. Elle a dit qu'Edith s'en remettrait une fois qu'elle aurait trouvé sa propre relation et que la meilleure chose que je pouvais faire était d'être patiente et compréhensive. J'ai dit à maman qu'Edith m'avait en fait demandé de m'effacer pour qu'elle puisse séduire Davis. La réaction de maman n'a pas été celle que j'attendais. Elle n'a pas semblé choquée ou contrariée. Au lieu de cela, elle a dit qu'Edith avait mentionné avoir des sentiments forts pour Davis et qu'elle comprenait pourquoi Edith pouvait se sentir confuse face à la situation. Maman a dit que Davis était un homme merveilleux et qu'il était naturel que ses 2 filles le trouvent attirant. Elle a dit que le cœur a ses raisons et que ce genre de situation arrive parfois dans les familles. Elle a suggéré que peut-être Davis, Edith et moi devions avoir une conversation honnête sur les sentiments de chacun pour que nous puissions traverser cela ensemble. J'étais sans voix. Ma propre mère suggérait essentiellement que le béguin de ma sœur pour mon fiancé était un problème familial légitime que nous devions tous accommoder. J'ai raccroché et je n'ai pas parlé à maman pendant 1 semaine. Pendant ce temps, Edith a intensifié sa campagne pour attirer l'attention de Davis. Elle a commencé à se présenter à notre immeuble, prétendant qu'elle rendait visite à d'autres amis dans le quartier. Elle chronométrait ses visites pour le moment où Davis rentrait du travail afin de pouvoir marcher avec lui du parking à notre porte d'entrée. Davis m'a parlé de ces rencontres, disant qu'Edith avait toujours une raison d'être là, mais que le timing semblait trop commode pour être une coïncidence. Il a dit qu'Edith profitait de la marche vers notre appartement pour lui parler des entretiens d'embauche qu'elle passait, des livres qu'elle lisait ou des endroits où elle pensait voyager ensuite. Elle trouvait toujours un moyen d'intégrer des références à l'importance qu'elle accordait aux conversations intelligentes et aux liens significatifs. La semaine dernière, Edith a obtenu un emploi à temps partiel dans un café à 3 pâtés de maison du bureau de Davis. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux, disant qu'elle était excitée de travailler dans le quartier de Davis et qu'elle avait hâte de voir des visages familiers pendant ses heures de travail. Davis a grogné en voyant le message,
sachant que cela signifiait qu'Edith aurait désormais de multiples occasions de le croiser pendant ses pauses déjeuner. La situation a explosé hier. Davis est rentré du travail l'air contrarié et a dit que nous devions parler. Il m'a dit qu'Edith l'avait approché pendant sa pause déjeuner et lui avait demandé s'il pouvait aller parler dans un endroit privé. Contre son meilleur jugement, il a accepté de marcher avec elle jusqu'à un parc voisin. Edith a dit à Davis qu'elle savait que je lui avais demandé de limiter le contact avec elle, mais qu'elle avait besoin qu'il sache ce qu'elle ressentait vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Elle a dit qu'elle était tombée amoureuse de lui et qu'elle croyait qu'il avait aussi des sentiments pour elle, d'après leurs conversations et interactions des derniers mois. Davis a dit qu'il avait répondu à Edith qu'il était engagé dans notre relation et qu'il n'avait pas de sentiments romantiques pour elle. Edith s'est mise à pleurer et a dit qu'elle comprenait qu'il se sentait loyal envers moi, mais que la loyauté n'était pas la même chose que l'amour. Elle a dit qu'elle pouvait voir dans ses yeux qu'il ressentait quelque chose pour elle et qu'il était injuste pour nous trois de faire semblant du contraire. Puis Edith a dit quelque chose qui a ébranlé Davis. Elle lui a dit que maman lui avait confié que j'avais toujours été jalouse des relations d'Edith et que maman s'inquiétait que j'essaie de tenir Davis éloigné d'Edith par dépit plutôt que par amour. Edith a dit que maman pensait que Davis méritait de connaître la vérité sur mes motivations avant de prendre des décisions permanentes concernant nos fiançailles. Davis m'a demandé si c'était vrai. Je lui ai parlé de ma conversation avec maman et de la confession originale d'Edith et de sa demande de m'effacer. Davis est resté assis en silence pendant plusieurs minutes avant de dire qu'il n'arrivait pas à croire que ma propre famille travaillait activement à saboter notre relation. Davis a dit qu'il était fatigué d'être mis au milieu de ce drame et qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir à tout cela. Il a dit qu'il m'aimait et voulait m'épouser, mais qu'il ne pouvait pas supporter la pression et la manipulation constante d'Edith et le soutien implicite qu'elle recevait de mes parents. Il a fait un sac et est allé rester chez son frère pour quelques jours. Il a dit qu'il devait trouver comment gérer cette situation sans qu'elle ne détruise notre relation ou ne provoque une rupture permanente avec ma famille. J'écris ceci depuis notre appartement vide. Edith m'a envoyé 6 SMS aujourd'hui, disant qu'elle est désolée si elle a causé des problèmes, mais qu'elle ne pourrait pas vivre avec elle-même si elle ne disait pas à Davis ce qu'elle ressentait. Elle dit que Davis mérite de faire un choix éclairé sur son avenir et que garder ses sentiments secrets aurait été malhonnête envers tout le monde. Maman a appelé ce matin pour dire qu'Edith a le cœur brisé et que je dois être plus compréhensive de la difficulté de cette situation pour elle. Elle a dit qu'Edith n'a jamais eu l'intention de causer des problèmes et que l'amour n'est pas quelque chose que les gens peuvent contrôler. Elle m'a demandé de me demander si ma relation avec Davis est assez forte pour survivre à cette épreuve ou si cette situation révèle des fissures qui étaient déjà là. Je ne sais pas quoi faire. Davis dit qu'il m'aime et veut m'épouser, mais il dit aussi qu'il ne peut pas vivre avec ce genre de drame en permanence. Edith ne montre aucun signe de recul, et mes parents semblent penser que ses sentiments sont tout aussi valables que les miens. Je commence à me demander si Davis ne pourrait pas décider que notre relation ne vaut pas tous ses ennuis. Deuxième mise à jour. Ce sera probablement ma dernière mise à jour car la situation a atteint un point où je dois prendre des décisions permanentes. Pour ceux qui suivent, ma sœur Edith courtisait mon fiancé, Davis, et mes parents la soutenaient au lieu de lui dire de reculer. Davis est rentré de chez son frère après 4 jours. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi et qu'il voulait que nous surmontions cela ensemble, mais que nous devions établir des limites très claires avec Edith et mes parents. Nous avons convenu d'assister à un dernier dîner de famille pour aborder la situation directement, puis de limiter le contact avec ma famille jusqu'à ce qu'Edith déménage et trouve sa propre vie. Le dîner a eu lieu il y a 3 semaines. Davis et moi sommes arrivés chez mes parents avec l'intention d'avoir une conversation honnête sur le comportement d'Edith et la réaction de mes parents. Nous espérions qu'une confrontation directe ferait enfin comprendre à tout le monde à quel point cette situation était devenue inappropriée. Edith était de nouveau sur son 31, portant une nouvelle robe et un maquillage complet. Elle avait passé l'après-midi à cuisiner un autre repas élaboré, cette fois avec plusieurs plats qu'elle prétendait avoir appris d'un chef rencontré en France. La table était dressée avec des bougies et la belle vaisselle, comme si elle organisait un dîner mondain au lieu d'un repas de famille. Pendant le dîner, Edith a dominé la conversation avec des histoires sur son travail au café et ses projets de commencer des cours du soir au collège communautaire. Elle a dit qu'elle pensait étudier le commerce pour pouvoir éventuellement ouvrir son propre restaurant de cuisine internationale. Elle regardait fréquemment Davis en parlant, espérant clairement qu'il s'intéresserait à ses projets ambitieux. Après le dîner, Davis s'est éclairci la gorge et a dit qu'il devait aborder un sujet avec la famille. Il a dit que l'attention d'Edith à son égard était devenue inconfortable et qu'il avait besoin qu'elle respecte sa relation avec moi. Il l'a dit clairement et poliment,
mais Edith s'est immédiatement mise à pleurer. Edith a dit qu'elle n'avait jamais rien fait d'inapproprié et qu'elle essayait juste d'être une bonne sœur en accueillant Davis dans la famille. Elle a dit que si son amabilité était mal interprétée, alors le problème n'était peut-être pas son comportement, mais l'insécurité des autres. Papa a demandé ce qu'Edith avait fait de mal spécifiquement. Et quand Davis a mentionné les visites au travail et les SMS constants, papa a dit qu'Edith était juste attentionnée et sociable. Maman a hoché la tête et a dit qu'Edith avait toujours été le genre de personne qui montrait son affection par des actions comme cuisiner et rester en contact. Puis maman a dit quelque chose qui nous a fait réaliser, à Davis et à moi, à quel point ce problème était profond. Elle a dit qu'elle avait observé la situation se développer au cours des derniers mois et qu'elle pouvait voir que Davis et Edith avaient une compatibilité naturelle qui valait peut-être la peine d'être explorée. Maman a dit que les mariages arrangés étaient autrefois courants parce que les familles pouvaient parfois voir des connexions que les individus concernés ne voyaient pas eux-mêmes. Elle a dit que, bien qu'elle ne suggère rien d'aussi formel, nous devrions peut-être tous être ouverts à la possibilité que le vrai bonheur de Davis se trouve dans une direction différente de celle que nous avions initialement prévue. Davis s'est levé de table et a dit qu'il en avait assez entendu. Il a dit à mes parents que leur suggestion était complètement inappropriée et qu'il était choqué qu'ils sapent les fiançailles de leur propre fille en faveur de ce qu'ils percevaient comme une meilleure correspondance. Edith s'est levée d'un bond et a dit que personne n'essayait de saper quoi que ce soit, mais que l'amour était plus important que les conventions sociales ou la loyauté familiale. Elle a dit que si Davis m'aimait vraiment, alors rien de ce qu'elle disait ou faisait n'aurait d'importance. Elle a dit que le fait que cette situation cause tant de drames prouvait que Davis et moi n'avions pas le genre de connexion inébranlable que les vrais couples ont. Puis Edith s'est tournée vers moi et a dit que je devrais peut-être me demander pourquoi j'avais si peur d'un peu de compétition. Elle a dit que si j'étais confiante dans ma relation, je ne me sentirais pas menacée par son amitié avec Davis. Elle a dit qu'aimer vraiment quelqu'un signifiait vouloir son bonheur, même si ce bonheur venait de quelqu'un d'autre. J'ai finalement craqué. J'ai dit à Edith que son comportement au cours des derniers mois avait été manipulateur et inapproprié. J'ai énuméré tout ce qu'elle avait fait, les visites au travail, les SMS constants, les apparitions stratégiques dans les endroits où Davis et moi nous trouvions, les démonstrations culinaires élaborées, l'aveu de ses sentiments et la demande de m'effacer. Edith a nié que tout cela était calculé. Elle a dit que tout ce qu'elle avait fait venait de sentiments sincères, et qu'elle ne pouvait rien au fait qu'elle et Davis avaient tant en commun. Elle a dit que l'alchimie n'était pas quelque chose que l'on pouvait feindre ou fabriquer. Maman est intervenue pour dire que j'étais cruel envers Edith en la faisant se sentir coupable d'avoir des sentiments. Elle a dit qu'Edith avait été honnête sur ses émotions, ce qui demandait du courage, et que je l'attaquais pour sa vulnérabilité. Davis était resté silencieux pendant cet échange, mais il a alors pris la parole. Il a dit que, quelles que soient les intentions ou les sentiments d'Edith, ses actions avaient créé une situation impossible pour notre relation. Il a dit qu'il se sentait manipulé et sous pression et que la réaction de mes parents l'avait fait se demander s'il pourrait jamais être vraiment accueilli dans cette famille. Papa a dit que Davis surréagissait et que les familles traversent parfois des périodes compliquées lorsque de nouvelles personnes rejoignent le groupe. Il a dit qu'avec du temps et de la patience, tout le monde trouverait sa place et que le drame se calmerait. Davis a dit qu'il n'était pas disposé à passer des mois ou des années à attendre que ma famille décide si elle soutenait sa relation avec moi. Il a dit que le comportement d'Edith, combiné à la réaction de mes parents, avait créé une dynamique toxique avec laquelle il ne pouvait pas vivre à long terme. Nous sommes partis ce soir-là en sachant que nous allions faire une pause dans les réunions de famille jusqu'à ce que la situation change de manière significative. Les 2 semaines suivantes ont été en fait paisibles. Edith a cessé d'envoyer des SMS à Davis et ne s'est pas présentée à son travail ou à notre immeuble. Je pensais que la confrontation directe l'avait peut-être enfin fait réfléchir et que nous pourrions commencer à reconstruire notre relation avec ma famille sur des bases plus saines. Puis Edith a fait un geste qui a montré qu'elle préparait quelque chose de bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Edith a appelé la mère de Davis, qui vit à environ 1 heure de route. Elle s'est présentée comme ma sœur et a dit qu'elle s'inquiétait pour le bien-être de Davis. Elle a dit à sa mère que Davis semblait malheureux dans sa relation avec moi et qu'elle avait été témoin de plusieurs incidents où j'avais été contrôlante ou méprisante envers lui. Edith a dit que Davis était trop loyal et gentil pour quitter une relation malheureuse de lui-même et qu'elle craignait qu'il ne sacrifie son propre bonheur par une obligation déplacée envers moi. Elle a dit qu'en tant que personne qui se souciait du bien-être de Davis, elle se sentait obligée de contacter sa famille pour s'assurer qu'ils étaient au courant de la situation. La mère de Davis l'a appelé le même jour, lui demandant si tout allait bien dans notre relation et si je le traitais bien. Davis était furieux quand il a réalisé ce qu'Edith avait fait.
Il a dit à sa mère la vérité sur la façon dont Edith le poursuivait et la réaction de ma famille. La mère de Davis était horrifiée. Elle a dit qu'en 40 ans de vie, elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui irait jusqu'à contacter les membres de la famille de sa cible pour saboter sa relation existante. Elle a dit que le comportement d'Edith était plus qu'inapproprié et frisait le harcèlement. Davis m'a appelé immédiatement après avoir parlé à sa mère. Il a dit que le dernier geste d'Edith l'avait convaincu que cette situation ne finirait jamais tant qu'elle resterait dans nos vies. Il a dit qu'Edith était clairement prête à intensifier ses efforts indéfiniment et que le soutien de mes parents lui permettait de continuer. Davis a dit qu'il m'aimait et voulait m'épouser, mais qu'il ne pouvait pas construire une vie avec quelqu'un dont la famille travaillait activement à détruire leur relation. Il a dit qu'à moins que je ne sois prête à couper complètement les ponts avec Edith et à limiter le contact avec mes parents jusqu'à ce qu'ils cessent de soutenir son comportement, il ne voyait pas comment notre relation pourrait survivre. J'ai passé 3 jours à réfléchir à l'ultimatum de Davis. J'ai appelé mes parents pour leur parler de l'appel téléphonique d'Edith à la mère de Davis, espérant que cela leur ferait enfin comprendre à quel point Edith avait dépassé les bornes. La réponse de maman a été de défendre à nouveau Edith. Elle a dit qu'Edith s'inquiétait simplement du bonheur de tout le monde et que contacter la famille de Davis montrait à quel point elle se souciait de son bien-être. Maman a dit que si Davis était vraiment destiné à être avec moi, alors rien de ce qu'Edith disait ou faisait ne changerait cela. Papa était plus préoccupé par la réputation de la famille. Il a dit que mêler la famille de Davis à notre drame personnel était embarrassant et qu'Edith aurait dû garder ses préoccupations privées. Mais il a aussi dit que les intentions d'Edith étaient bonnes, même si ses méthodes étaient discutables. Aucun de mes parents ne semblait comprendre que le comportement d'Edith était complètement inacceptable ou que leur soutien la concernant détruisait ma relation. J'ai pris ma décision hier. J'ai appelé Edith et je lui ai dit que je coupais tout contact avec elle, avec effet immédiat. Je lui ai dit que si elle tentait à nouveau de contacter Davis ou sa famille, j'envisagerais une action en justice. Je lui ai dit que son comportement au cours des derniers mois avait été manipulateur et destructeur et que j'en avais fini d'essayer de maintenir une relation avec quelqu'un qui m'avait montré un tel manque de respect total. Edith a pleuré et a dit que je surréagissais et qu'elle n'avait essayé que d'aider tout le monde à trouver le bonheur. Elle a dit que la coupée de ma vie était cruelle et inutile et que je regretterais cette décision quand je réaliserais que la famille était plus importante que n'importe quelle relation amoureuse. J'ai également appelé mes parents et je leur ai dit que je n'assisterais à aucune réunion de famille et que je ne maintiendrais pas de contact régulier avec eux tant qu'ils continueraient à soutenir le comportement d'Edith. Je leur ai dit qu'ils avaient choisi de permettre à Edith de poursuivre mon fiancé au lieu de protéger ma relation et que ce choix aurait des conséquences. Maman a pleuré et a dit que je déchirais la famille pour un malentendu. Elle a dit qu'Edith avait fait des erreurs, mais qu'elle était toujours ma sœur et que les liens du sang devraient être plus forts que tout. Elle m'a supplié de reconsidérer ma décision et a dit que Davis devrait pouvoir comprendre que les relations familiales sont compliquées. Je lui ai dit que Davis avait été plus loyal envers moi et plus protecteur de notre relation que ma propre famille. Je lui ai dit que le comportement d'Edith n'était pas une série d'erreurs innocentes, mais une campagne calculée pour voler mon fiancé, et que leur soutien à ses efforts les avait rendus complices de ses actions. Davis et moi allons de l'avant avec nos projets de mariage. Nous avons décidé d'avoir une petite cérémonie avec juste sa famille et quelques amis proches. Edith et mes parents ne seront pas invités. Je sais que certaines personnes penseront que je surréagis ou que je suis trop dur avec ma famille. Mais Edith a franchi toutes les limites possibles et mes parents ont choisi de la soutenir au lieu de me soutenir. Davis avait raison quand il a dit que nous ne pouvions pas construire un mariage sain avec des gens dans nos vies qui essaient activement de détruire notre relation. 3e mise à jour. J'écris cette dernière mise à jour parce que plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour me demander comment les choses s'étaient terminées et parce que je veux clore ce chapitre de mon histoire correctement. Davis et moi nous sommes mariés il y a 6 semaines. Nous avons eu une petite cérémonie dans un jardin local avec une trentaine d'invités, sa famille, nos amis proches et ma tante Carole, qui a été le seul membre de ma famille à nous soutenir à travers tout ce qui s'est passé. La journée a été belle et paisible, exactement ce que nous voulions après des mois de drame. Mes parents et Edith n'ont pas été invités au mariage. 3 jours avant la cérémonie, maman a appelé en pleurant et en me suppliant de reconsidérer ma décision. Elle a dit qu'Edith était malheureuse depuis que j'avais coupé le contact et qu'elle voyait un conseiller pour surmonter ses sentiments à propos de la situation. Maman a dit qu'Edith voulait s'excuser et arranger les choses et que ce serait une tragédie pour moi de me marier sans ma famille. Je lui ai dit qu'Edith s'était déjà excusée plusieurs fois, mais que ses excuses étaient toujours accompagnées de justifications de son comportement et de demandes pour que je sois plus compréhensive. J'ai dit que voir un conseiller était une bonne étape,
mais que cela n'annulait pas les mois de manipulation et de non-respect des limites qui avaient mené à ce point. Maman a demandé s'il y avait quelque chose qu'Edith pouvait faire pour obtenir mon pardon. Je lui ai dit qu'Edith devrait assumer l'entière responsabilité de ses actes sans chercher d'excuses, s'engager à rester complètement à l'écart de Davis et de moi pendant au moins 1 an, et démontrer par un comportement constant qu'elle respectait notre mariage et nos limites. Maman a dit que cela semblait dur et punitif. Elle a dit qu'Edith avait appris sa leçon et que la tenir à l'écart des événements familiaux indéfiniment était cruel. Cette conversation a confirmé que mes parents ne comprenaient toujours pas la gravité de ce qu'Edith avait fait. Le mariage lui-même a été merveilleux. La famille de Davis m'a accueilli complètement et plusieurs de ses parents ont commenté à quel point Davis semblait heureux par rapport à la dernière fois qu'il l'avait vu. Sa mère m'a dit en privé qu'elle s'était inquiétée du stress que Davis subissait pendant la situation avec Edith et qu'elle était soulagée de le voir détendu et souriant à nouveau. Ma tante Carole m'a conduite à l'hôtel puisque mon père n'était pas là. Elle m'avait appelé 2 semaines avant le mariage pour me dire qu'elle comprenait pourquoi j'avais fait les choix que j'avais faits et qu'elle était fière de moi pour avoir protégé ma relation même quand cela signifiait tenir tête à la pression familiale. La semaine après le mariage, Edith s'est présentée à notre immeuble. Elle a attendu dans le hall jusqu'à ce que Davis rentre du travail, puis l'a approché pour lui dire qu'elle voulait s'excuser. Davis lui a dit que toute communication devait passer par moi et qu'elle ne devrait pas du tout être dans notre immeuble. Edith a dit qu'elle avait suivi une thérapie et avait réalisé que son comportement avait été inapproprié. Elle a dit qu'elle voulait assumer la responsabilité du problème qu'elle avait causé et essayer de se racheter. Elle a demandé à Davis s'il accepterait de l'écouter juste cette fois pour qu'elle puisse s'excuser correctement, puis nous laisser tranquilles. Davis lui a dit qu'il appréciait sa volonté de s'excuser, mais que se présenter à notre domicile sans y être invité était exactement le genre de comportement qui avait causé des problèmes en premier lieu. Il a dit que si elle était vraiment désolée et voulait respecter nos limites, elle communiquerait par les canaux appropriés au lieu de lui tendre une embuscade dans notre hall. Edith s'est mise à pleurer et a dit qu'elle avait eu peur que je ne transmette pas son message et qu'elle avait besoin que Davis sache à quel point elle était désolée. Elle a dit que la thérapie l'avait aidé à comprendre que ses sentiments pour Davis étaient des émotions déplacées liées à sa propre insécurité et à sa peur d'être seule. Davis a dit à Edith que sa prise de conscience était une bonne chose, mais que sa décision de l'approcher directement au lieu de respecter la limite de non-contact montrait qu'elle ne comprenait toujours pas entièrement le problème. Il a dit qu'il était content qu'elle reçoive de l'aide, mais qu'il ne pouvait pas faire partie de son processus de guérison. Edith a demandé si Davis pensait qu'il y aurait un jour une chance pour que la famille se réconcilie. Davis a dit que cela dépendrait de moi et que la meilleure chance d'Edith d'obtenir un jour mon pardon serait de faire preuve d'un respect constant de nos limites sur une longue période. Après le départ d'Edith, Davis m'a raconté la conversation. Il a dit qu'Edith semblait sincèrement repentante, mais que sa décision de l'approcher directement au lieu de passer par moi montrait qu'elle essayait toujours de maintenir une sorte de lien spécial avec lui. J'étais d'accord avec l'évaluation de Davis. Si Edith avait vraiment compris le problème, elle m'aurait écrit une lettre ou aurait demandé à mes parents de transmettre ses excuses. Au lieu de cela, elle avait trouvé une autre excuse pour avoir une conversation privée avec Davis, ce qui montrait que sa thérapie n'avait pas entièrement résolu ses problèmes de limite. 2 semaines plus tard, maman a appelé pour me dire qu'Edith avait quitté leur maison et avait pris son propre appartement de l'autre côté de la ville. Elle a dit qu'Edith travaillait à plein temps maintenant et semblait se construire une vie plus indépendante. Maman a dit qu'Edith demandait régulièrement de mes nouvelles et espérait qu'un jour nous pourrions reconstruire notre relation. Je lui ai dit que j'étais contente qu'Edith fasse des pas vers l'indépendance, mais que déménager et trouver un travail étaient des responsabilités d'adultes de base, pas de grands gestes qui effaçaient des mois de comportement manipulateur. J'ai dit que les progrès d'Edith étaient bons pour son propre bien-être, mais que cela ne réparait pas automatiquement la confiance qu'elle avait brisée. Maman a dit que le fait de ne pas avoir ses 2 filles dans sa vie lui manquait et que les réunions de famille semblaient incomplètes sans moi. Elle a dit que papa commençait à comprendre que le comportement d'Edith avait été plus problématique qu'il ne l'avait initialement réalisé et qu'ils regrettaient tous les deux de ne pas avoir fixé de limites plus fermes lorsque la situation a commencé. J'ai dit à maman que j'appréciais sa reconnaissance, mais que leur incapacité à protéger ma relation quand j'avais besoin de leur soutien avait eu des conséquences. J'ai dit que reconstruire la confiance prendrait du temps et des actions cohérentes, pas seulement des mots. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre d'Edith par la poste. Elle faisait 3 pages et était manuscrite. Dans la lettre, Edith assumait l'entière responsabilité de sa poursuite de Davis et reconnaissait que son comportement avait été manipulateur et blessant. Elle n'a pas cherché d'excuses concernant son état émotionnel ou sa solitude après sa rupture.
Edith a écrit que la thérapie l'avait aidé à comprendre que ses sentiments pour Davis étaient moins liés à une compatibilité réelle et plus à son besoin de se prouver qu'elle pouvait gagner n'importe quelle compétition, même contre sa propre sœur. Elle a dit qu'elle avait passé toute sa vie à s'entendre dire qu'elle était spéciale et à obtenir ce qu'elle voulait, et qu'elle n'avait jamais appris à gérer le fait de ne pas être choisie en premier. La lettre comprenait des excuses sincères pour avoir impliqué la mère de Davis dans la situation. Edith a écrit qu'elle comprenait maintenant à quel point cette action avait été intrusive et inappropriée et qu'elle avait honte de jusqu'où elle avait été prête à aller pour saboter ma relation. Edith a écrit qu'elle ne demandait pas un pardon immédiat ni que je la contacte. Elle a dit qu'elle comprenait que j'avais besoin d'espace et de temps et qu'elle s'engageait à respecter cette limite aussi longtemps que nécessaire. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour je serais peut-être disposée à lui donner une chance de prouver qu'elle avait changé, mais qu'elle comprendrait si ce jour n'arrivait jamais. La lettre semblait différente des excuses précédentes d'Edith. Il n'y avait aucune demande de compréhension ni de suggestion que je devrais être plus indulgente au nom de l'harmonie familiale. C'était simplement une reconnaissance de ses torts et un engagement à faire mieux. J'ai montré la lettre à Davis et il a convenu qu'elle semblait plus sincère que les tentatives de réconciliation précédentes d'Edith. Mais il a également souligné qu'Edith avait écrit des excuses similaires auparavant, pour ensuite reprendre un comportement problématique lorsqu'elle n'obtenait pas la réponse qu'elle voulait. J'ai décidé de ne pas répondre à la lettre immédiatement. Je voulais voir si Edith respecterait mon silence ou si elle commencerait à faire pression pour obtenir une reconnaissance et un pardon. Cela fait 6 semaines que j'ai reçu la lettre et Edith n'a fait aucune autre tentative pour me contacter ou contacter Davis. Selon maman, Edith suit assidûment sa thérapie et a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, un collègue de son travail qui ne connaît pas notre histoire familiale. Maman dit qu'Edith semble différente maintenant, plus réfléchie et moins impulsive. Elle a dit qu'Edith a cessé de poser des questions sur moi et Davis et qu'elle semble se concentrer sur la construction de sa propre vie plutôt que d'essayer de s'immiscer dans les relations des autres. Davis et moi allons bien. Nous avons acheté une maison le mois dernier et nous apprécions le processus de la faire nôtre. Davis dit que le drame avec Edith lui a appris à quel point il valorise notre relation et que traverser cette épreuve ensemble l'a rendu plus confiant dans notre partenariat. Je pense parfois à Edith et je ne la déteste plus. Je comprends maintenant que son comportement venait de ses propres insécurités et de son incapacité à gérer le fait de ne pas être le centre de l'attention. Mais comprendre ses motivations ne signifie pas que je suis prête à lui faire confiance à nouveau. Ma relation avec mes parents s'améliore lentement. Nous nous parlons au téléphone toutes les quelques semaines et ils ont cessé de me faire pression pour que je me réconcilie avec Edith ou que je l'inclue dans ma vie. Papa a admis récemment qu'ils auraient dû mettre fin immédiatement à la poursuite de Davis par Edith au lieu de la traiter comme une complication familiale normale. Maman a encore parfois du mal avec la situation. Elle demande occasionnellement si je pense qu'Edith a assez changé pour mériter une autre chance. Et je lui dis que les progrès d'Edith sont bons, mais que mes limites existent pour de bonnes raisons. J'ai appris que protéger sa relation signifie parfois faire des choix difficiles concernant la famille. Le comportement d'Edith m'a montré qui elle était vraiment quand elle voulait quelque chose que j'avais, et la réaction de mes parents m'a montré jusqu'où ils étaient prêts à aller pour éviter de confronter les problèmes d'Edith. Je ne regrette pas d'avoir coupé le contact avec Edith ou d'avoir limité ma relation avec mes parents pendant cette période. Certaines personnes pourraient penser que j'ai été trop dur, mais Davis et moi devions protéger notre relation des personnes qui essayaient activement de la détruire. Edith a peut-être changé, et mes parents ont peut-être appris de leurs erreurs, mais les conséquences de leurs actions pendant ces mois dureront bien plus longtemps que leurs regrets. La confiance, une fois brisée de manière si fondamentale, prend des années à reconstruire, si tant est qu'elle puisse l'être un jour. Davis et moi sommes heureux, et nous construisons une vie ensemble, entourés de personnes qui soutiennent notre relation au lieu d'essayer de la détruire. Cela vaut plus que de maintenir des relations familiales qui m'obligent à accepter le manque de respect et la manipulation pour maintenir la paix. Je ne ferai probablement pas d'autres mises à jour à moins que quelque chose de majeur ne se produise. Pour l'instant, nous nous concentrons sur notre mariage et notre avenir ensemble, loin du drame qui a tant défini notre période de fiançailles. Maintenant, passons à l'histoire suivante. Histoire 2. Mon mari a donné le restaurant à succès que j'ai monté de toutes pièces à sa sœur au chômage. J'ai porté plainte pour fraude contre eux et je l'ai récupéré. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation où j'aurais besoin de demander conseil à des inconnus sur Internet, mais me voilà. Je suis une femme de 34 ans, mariée à mon mari, 36 ans, depuis 10 ans. Nous avons 2 beaux enfants, âgés de 8 et 6 ans. Notre vie semblait parfaite jusqu'à il y a quelques jours, quand mon monde s'est effondré. La semaine dernière,
j'ai décidé de faire un court voyage entre filles avec mes amis. C'était juste pour 2 jours, quelque chose que je fais rarement car je suis toujours occupé avec mon restaurant et ma famille. J'ai laissé mon mari en charge des enfants et de mon entreprise, lui faisant entièrement confiance. Je possède et gère un restaurant italien à succès que j'ai monté de toutes pièces au cours des 5 dernières années. Ce n'est pas seulement une entreprise pour moi. C'est ma passion, mon rêve devenu réalité. Quand je suis rentré à la maison hier, j'étais excité de voir ma famille et de retourner au travail. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mon mari avait cet air coupable sur le visage et les enfants semblaient contrariés et confus. J'ai demandé ce qui se passait et c'est là qu'il a lâché la bombe. Il m'a dit que pendant mon absence, il avait transféré la propriété de mon restaurant à sa sœur. Sa sœur a 39 ans, c'est une mère célibataire qui est au chômage depuis un certain temps. Selon mon mari, elle en avait plus besoin que nous. Je suis resté là, essayant de digérer ce qu'il disait, ayant l'impression d'être dans une sorte de cauchemar tordu. Je lui ai demandé comment il pouvait penser avoir le droit de donner mon entreprise. Il a bafouillé une explication sur le fait que c'était une décision de famille et que sa sœur avait des difficultés financières. J'étais furieuse. Ce n'était pas un simple objet qu'il pouvait donner. C'était mon gagne-pain, ma passion, quelque chose dans lequel j'avais mis mon cœur et mon âme pendant des années. Quand j'ai exigé de savoir comment il avait réussi à faire cela légalement, il a admis qu'il avait imité ma signature sur certains documents. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Non seulement il avait donné mon entreprise, mais il avait commis une fraude pour le faire. La trahison m'a profondément blessé, me laissant un sentiment de vide et de perte. J'ai immédiatement appelé ma belle-sœur. Quand elle a répondu, elle a eu l'audace de me remercier pour ma générosité. J'étais choqué. Je lui ai dit que je n'étais absolument pas au courant de cet arrangement et que l'entreprise n'était pas à elle. Elle est devenue défensive, disant que son frère lui avait assuré que tout était en règle et que j'avais donné mon accord. J'ai raccroché, les mains tremblantes de colère et d'incrédulité. J'ai de nouveau confronté mon mari. Il a essayé de justifier ses actions, disant que sa sœur luttait en tant que mère célibataire et que nous étions financièrement assez stables pour partager la richesse. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était mon entreprise, pas une œuvre de charité à distribuer sur un coup de tête. J'avais travaillé sans relâche pendant des années pour la rendre prospère, sacrifiant souvent du temps avec ma famille pour assurer sa croissance. Notre dispute s'est envenimée, les enfants regardant, les yeux écarquillés et confus. J'ai essayé de baisser la voix pour eux, mais je tremblais de colère. J'ai dit à mon mari que ce qu'il avait fait était impardonnable. Il avait trahi ma confiance de la pire manière possible, agissant dans mon dos pour donner quelque chose qui m'appartenait uniquement. J'ai appelé mon avocat sur le champ, lui expliquant la situation à travers des larmes de frustration. Il m'a conseillé que nous devions prendre des mesures légales immédiates pour essayer d'annuler ce qui avait été fait. J'ai également appelé le restaurant et parlé à mon manager, lui disant de ne laisser ma belle-sœur prendre le contrôle de quoi que ce soit jusqu'à ce que nous réglions cela légalement. Tout au long de la soirée, mon mari a continué d'essayer de me parler pour expliquer son raisonnement, mais je ne pouvais même pas le regarder. J'avais l'impression que tout mon monde avait été bouleversé. L'entreprise pour laquelle j'avais travaillé si dur, celle qui m'avait vu passer des nuits blanches et des matinées précoces, à travers le stress et les triomphes, m'avait été enlevée par la personne en qui j'avais le plus confiance. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les choses se sont encore envenimées. Le téléphone de mon mari n'arrêtait pas de sonner. C'était sa sœur, exigeant de savoir ce qui se passait. Il a essayé de lui parler en privé, mais j'ai insisté pour tout entendre. Elle criait qu'elle avait déjà parlé à ses enfants de leur nouvelle vie, qu'elle avait des projets pour changer le restaurant. Chaque mot était comme un couteau dans mon cœur. Je n'en pouvais plus. Le poids de la trahison, la colère et la peur de perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé sont devenus trop lourds. J'ai dit à mon mari qu'il devait partir. Je ne pouvais pas supporter d'être dans la même maison que lui en ce moment. Il a protesté, disant qu'il n'avait nulle part où aller, mais je m'en fichais. Je lui ai dit d'aller chez sa sœur, puisqu'il semblait si proche. Il a essayé d'argumenter, disant qu'il avait le droit de rester dans notre maison. Je lui ai rappelé que la maison était à mon nom. Je l'avais achetée avec l'argent de mon restaurant. Cela a semblé enfin le faire réagir, la réalité de ce qu'il avait fait. Il a fait un sac et est parti, les enfants pleurant en le regardant s'en aller. Maintenant, je suis assise ici dans ma maison silencieuse,
mes enfants enfin endormis, essayant de digérer tout ce qui s'est passé. Le silence est assourdissant, rempli des échos de notre dispute et de l'incertitude de ce qui va suivre. Je ne peux m'empêcher de me demander si j'ai surréagi. Aurais-je dû essayer de discuter davantage? Mais chaque fois que je pense à lui donner une autre chance de s'expliquer, je me souviens de ce qu'il a fait et la colère revient en force. Je sais que j'ai une bataille juridique devant moi pour récupérer mon entreprise. Je suis prête à me battre avec tout ce que j'ai, mais je m'interroge aussi sur mon mariage. Pourrais-je un jour refaire confiance à mon mari après cela? Devrais-je même essayer? La pensée de la réconciliation semble impossible en ce moment, mais la pensée de briser notre famille me brise le cœur. Je n'arrête pas de rejouer le moment où il m'a dit ce qu'il avait fait. J'essaie de comprendre comment il a pu me faire ça. Ne réalisait-il pas à quel point le restaurant comptait pour moi? N'a-t-il pas vu tout le travail acharné que j'y ai mis? J'ai l'impression qu'il a volé une partie de mon identité, pas seulement une entreprise. Les enfants sont une autre préoccupation. Ils sont trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui se passe, mais ils savent que quelque chose ne va pas du tout. Comment leur expliquer pourquoi papa n'est pas là? Comment les protéger des retombées de ce gâchis? Je suis également inquiète pour le restaurant lui-même. Et si ma belle-sœur a déjà commencé à faire des changements? Et si elle a licencié du personnel ou modifié les menus? La pensée de mon entreprise soigneusement conçue, démantelée en mon absence, est presque trop difficile à supporter. Assise ici, entourée de photos de famille et de souvenirs de temps plus heureux, je ne peux m'empêcher de me sentir perdu. Tout ce que je pensais savoir sur ma vie, mon mariage, ma famille, a été bouleversé en l'espace d'une journée. Je suis en colère, je suis blessé, et j'ai peur de ce que l'avenir me réserve. Alors, Reddit, je me tourne vers vous à l'heure où j'en ai le plus besoin. Suis-je la méchante pour avoir mis mon mari à la porte après qu'il a donné mon restaurant à sa sœur? Est-ce que je surréagis ou cette trahison est-elle aussi monumentale qu'elle en a l'air? Tout conseil ou perspective serait grandement apprécié alors que je navigue dans cette période difficile. Première mise à jour. Cela fait quelques semaines depuis mon premier message, et je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien et leurs conseils. L'élan de gentillesse de la part d'inconnus sur Internet a été un point lumineux dans ce qui a été par ailleurs une période sombre et difficile. J'ai pensé faire une mise à jour et partager quelques éléments de contexte qui pourraient mieux éclairer la situation. Laissez-moi vous ramener au début de mon aventure avec le restaurant. Il y a 5 ans, je travaillais comme sous-chef dans un restaurant italien local. J'adorais mon travail, mais j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre établissement. J'avais des idées de plats, d'ambiance, de tout. Je passais mon temps libre à dessiner des plans de restaurant et à écrire des idées de menus dans des carnets. Chaque fois que je partageais ces rêves avec mon mari, il se contentait d'hocher la tête et de changer de sujet. À l'époque, j'ai mis ça sur le compte de son pragmatisme, mais maintenant je vois que c'était un manque de soutien. Un jour, j'ai vu un petit restaurant délabré à vendre dans notre ville. Il était très bien situé, malgré son état actuel, je pouvais voir son potentiel. Au moment où j'ai posé les yeux dessus, j'ai su que c'était ma chance. J'en ai parlé avec enthousiasme à mon mari, mais sa réponse a été au mieux tiède. Il a dit des choses comme « les restaurants, c'est risqué, et peut-être que tu devrais garder ton emploi stable ». Ça m'a blessé, mais ça ne m'a pas découragé. Je voyais cela comme ma seule chance de réaliser mes rêves. J'ai décidé de me lancer quand même, contre l'avis de mon mari. J'ai utilisé toutes mes économies et j'ai contracté un prêt substantiel pour acheter l'endroit. Les premiers mois ont été incroyablement difficiles. Je travaillais jour et nuit pour rénover l'espace tout en développant mon menu et en embauchant du personnel. Il y a eu des nuits où j'ai dormi sur un lit de camp dans le bureau du fond parce que j'étais trop fatigué pour rentrer à la maison. Le soutien de mon mari pendant cette période était minime. Il se plaignait que je n'étais pas assez à la maison, de la pression financière, du risque que nous prenions. Il y a eu des fois où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, me demandant si j'avais fait une énorme erreur. Ce qui m'a fait encore plus mal, c'est l'attitude de ma belle-sœur. Elle venait parfois, soi-disant pour aider, mais la plupart du temps, elle ne faisait que critiquer. Elle disait des choses comme « cet endroit ne marchera jamais » ou « tu es complètement dépassé ». J'ai essayé de ne pas y prêter attention, mais ça piquait. J'étais là, à mettre tout mon cœur et mon âme dans cet endroit, et ma propre famille ne voyait pas son potentiel. Malgré le manque de soutien, j'ai persévéré. J'ai tout mis dans ce restaurant. Je travaillais 16 heures par jour, voyant à peine mes enfants.
J'ai manqué des événements familiaux, des anniversaires, tout. Je me sentais coupable, mais je me disais que tout cela en vaudrait la peine à la fin. J'ai appris tous les aspects du métier, de la cuisine à la comptabilité en passant par la gestion du personnel. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, mais la pensée d'échouer, de donner raison à mon mari et à ma belle-sœur, m'a fait continuer. Lentement, les choses ont commencé à changer. Le bouche-à-oreille a commencé à se répandre sur notre cuisine italienne authentique. Les gens adoraient l'atmosphère chaleureuse que j'avais créée avec son éclairage doux et son décor rustique. Nous avons commencé à avoir des articles dans les journaux locaux. Les critiques gastronomiques ont loué nos pâtes faites maison et nos recettes traditionnelles. Les réservations sont devenues plus difficiles à obtenir. Avant que je ne m'en rende compte, nous réalisions des bénéfices. Alors que le restaurant devenait un succès, l'attitude de mon mari a changé. Soudain, il se vantait de « notre » restaurant auprès de ses amis. Il a commencé à venir plus souvent, agissant comme s'il m'avait soutenu depuis le début. Sa sœur, elle aussi, est devenue plus intéressée. Elle amenait ses enfants pour des repas gratuits, parlant de la fierté qu'elle ressentait pour l'entreprise familiale. J'ai essayé de laisser tomber le ressentiment que je ressentais. Je me suis dit qu'au moins, il me soutenait maintenant, mais au fond, ça me dérangeait. Où était-il quand je luttais? Quand je remettais tout en question, quand j'avais le plus besoin de leur soutien. Avec le recul, je peux voir les signes qui ont mené à la situation actuelle. Mon mari et sa sœur avaient des conversations à voix basse qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Ils faisaient des commentaires sur la chance que nous avions, sur le fait que nous devrions partager la richesse. Je n'y ai pas beaucoup prêté attention à l'époque, mais maintenant, tout prend son sens. Dans les semaines qui ont suivi mon dernier message, j'en ai appris plus sur ce qui a conduit à la décision de mon mari. Apparemment, sa sœur lui mettait la pression depuis des mois. Elle pleurait sur ses difficultés financières, sur la difficulté d'être une mère célibataire. Elle le culpabilisait en disant des choses comme « Nous sommes une famille. Nous sommes censés nous entraider ». Elle soulignait le succès du restaurant et comment il pourrait résoudre tous ses problèmes. Mon mari, au lieu de m'en parler, a décidé de prendre les choses en main. Il a eu l'idée de transférer le restaurant à sa sœur quand j'ai mentionné mon prochain voyage entre filles. Il a vu cela comme une opportunité de résoudre les problèmes de tout le monde sans avoir à m'affronter directement. Il s'est convaincu que je finirais par comprendre et être d'accord avec sa décision. Le niveau de trahison que je ressens est difficile à décrire. Pas seulement de la part de mon mari, mais aussi de sa sœur. Elle savait très bien que je n'avais pas donné mon accord. Elle savait à quel point j'avais travaillé dur. Pourtant, elle était prête à tout prendre, comme ça. Cela me fait remettre en question chaque interaction que nous avons eue, chaque dîner de famille, chaque fête. Était-elle juste en train d'attendre une opportunité de prendre ce qui était à moi? Je suis resté chez une amie la semaine dernière, essayant de me vider la tête. Mon mari a fait exploser mon téléphone, alternant entre excuses et justifications. Une minute, il me supplie de lui pardonner. La minute suivante, il me dit que je surréagis. Sa sœur a fait de même. Parfois suppliante, parfois menaçant d'une action en justice. C'est émotionnellement épuisant. Mon avocat m'a assuré que nous avons un dossier solide pour récupérer le restaurant. Les signatures imitées à elles seules constituent une fraude, mais ce sera un processus long et compliqué. Nous rassemblons des preuves, nous nous préparons pour les dépositions et nous nous apprêtons à ce qui pourrait être une longue bataille juridique. L'idée de combattre ma propre famille au tribunal me rend malade, mais je sais que je dois le faire. C'est mon gagne-pain, mon rêve, et je ne vais pas le laisser partir sans me battre. Quant à mon mariage, honnêtement, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. La confiance est complètement brisée. Même si nous surmontons cela sur le plan légal, je ne sais pas si je pourrai un jour regarder mon mari de la même manière. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui est prêt à agir dans mon dos et à donner tout ce pour quoi j'ai travaillé? Nous avons commencé une thérapie de couple, mais j'ai l'impression que c'est trop peu, trop tard. J'essaie de rester forte pour mes enfants. Ils ne comprennent pas entièrement ce qui se passe, mais ils savent que quelque chose ne va pas. Leur père leur manque et ça me brise le cœur de les voir confus et contrariés. Je fais de mon mieux pour les protéger du pire, mais je sais que cette situation les affecte. Le restaurant lui-même est dans une situation incertaine. J'ai réussi à mettre un terme temporaire à tout changement que ma belle-sœur prévoyait de faire, mais le personnel est inquiet. Je fais de mon mieux pour les rassurer,
pour que les choses continuent à fonctionner normalement malgré le chaos dans ma vie personnelle. Il est difficile d'être le leader dont ils ont besoin quand je me sens moi-même si brisé. Il y a des moments où je me sens forte, prête à me battre pour ce qui m'appartient. D'autres fois, je me sens complètement dépassé, me demandant comment ma vie a pu basculer si rapidement. Mais j'essaie de prendre les choses un jour à la fois, en me concentrant sur ce que je peux contrôler. Merci encore pour tout votre soutien. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez d'avoir des gens de mon côté, même si ce sont des inconnus sur Internet. Je ferai une nouvelle mise à jour quand il y aura de nouveaux développements. Pour l'instant, j'essaie de rester concentré sur la bataille juridique à venir et sur le fait d'être là pour mes enfants pendant cette période difficile. Mise à jour 2. Cela fait plusieurs mois depuis ma dernière mise à jour, et je voulais attendre que les choses soient plus stables avant de poster à nouveau. Tant de choses se sont passées et je suis encore en train de tout digérer. Mais j'ai l'impression de sortir enfin de ce cauchemar. D'abord, la bonne nouvelle. Après une longue et stressante bataille juridique, j'ai récupéré la propriété de mon restaurant. Le tribunal a statué en ma faveur, citant les actions frauduleuses de mon mari et de ma belle-sœur. Ce fut un processus épuisant avec d'innombrables dépositions, des montagnes de paperasse et de nombreuses comparutions au tribunal. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner, où le stress semblait trop lourd à porter, mais la pensée de perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé m'a fait continuer. Pendant le procès, des détails choquants ont été révélés. Il s'est avéré que ma belle-sœur planifiait cela depuis des mois. Elle avait convaincu mon mari que je négligeais la famille à cause du restaurant et qu'elle pourrait le gérer mieux tout en me permettant de me concentrer sur mon rôle de mère. Elle avait même rédigé un plan d'affaires sur la façon dont elle changerait le restaurant, transformant ma trattoria italienne authentique en une pizzeria de restauration rapide. La pensée que mon menu et mon atmosphère soigneusement élaborée soient détruits de cette manière me rend encore malade. Le juge a été particulièrement peu impressionné par les documents falsifiés et le moment délibéré du transfert pendant mon absence. Finalement, non seulement la propriété m'a été rendue, mais ma belle-sœur a été condamnée à payer des dommages et intérêts pour la perturbation de l'entreprise. C'était comme une vengeance après des mois de stress et d'incertitude. Récupérer le restaurant a été une victoire douce amère. Bien que j'ai été ravi de retrouver mon entreprise, toute cette épreuve m'avait épuisé. Une partie de mon personnel était partie pendant l'incertitude, et j'ai dû travailler dur pour reconstruire l'équipe et rassurer nos clients réguliers. Ce fut un défi, mais aussi gratifiant de voir le restaurant reprendre vie sous ma direction. Quant à ma vie personnelle, les choses ont été difficiles, mais j'ai l'impression d'avancer enfin dans la bonne direction. Après une longue introspection et plusieurs tentatives de thérapie, j'ai décidé de demander le divorce. La trahison était tout simplement trop profonde, la confiance trop brisée pour être réparée. Ce n'a pas été une décision facile, surtout avec nos enfants, mais je savais que c'était la bonne pour moi et pour mon bonheur à long terme. La procédure de divorce a été presque aussi épuisante que le procès commercial. Mon futur ex-mari a tenté de réclamer qu'il méritait une partie de la valeur du restaurant puisque nous étions mariés quand je l'ai créé. Il a soutenu que son soutien, pendant les débuts lui donnait droit à une part. Heureusement, mon avocat a pu argumenter avec succès que son manque d'implication et ses actions récentes annulaient une telle réclamation. Le juge a été d'accord et le restaurant reste uniquement à mon nom. Ma relation avec ma belle-sœur est, comme on peut s'y attendre, irréparable. Elle maintient toujours qu'elle essayait juste d'aider la famille, mais je ne peux pas pardonner la manière sournoise dont elle s'y est prise. J'ai dû obtenir une ordonnance restrictive pour la tenir à l'écart du restaurant après qu'elle a fait plusieurs scènes en essayant de convaincre les clients qu'elle était la propriétaire légitime. C'est triste d'en être arrivé là, mais je dois protéger ce qui m'appartient. La partie la plus difficile de tout cela a été d'expliquer tout à mes enfants. Ils sont encore jeunes et ne comprennent pas entièrement pourquoi papa ne vit plus avec nous ou pourquoi ils ne peuvent pas voir leur tante. Je fais de mon mieux pour être honnête avec eux d'une manière adaptée à leur âge, en soulignant que parfois les adultes font des erreurs, mais que cela ne signifie pas que nous cessons de nous aimer. C'est un équilibre délicat, essayer de les aider à comprendre sans les accabler de problèmes d'adultes. Sur une note plus positive, le restaurant se porte à nouveau bien. Après quelques mois d'incertitude, nos habitués sont revenus et nous attirons même de nouveaux clients. J'ai introduit quelques nouveaux plats au menu, dont certains que j'ai développés pendant les mois stressants de la bataille juridique. La cuisine anti-stress, ça existe vraiment. C'était thérapeutique de remettre mon énergie dans la cuisine, de créer et d'innover à nouveau. J'ai également pris des mesures pour protéger légalement l'entreprise de toute tentative de prise de contrôle future.
Mon avocat m'a aidé à mettre en place une fiducie et des contrats en béton pour tout futur partenaire commercial ou manager. C'est triste de devoir penser de cette façon maintenant, mais je suis déterminé à ne plus jamais laisser personne profiter de moi ou de mon entreprise. Avec le recul, je vois comment toute cette situation m'a rendu plus forte. J'ai appris des leçons précieuses sur la confiance, sur la nécessité de me défendre et sur l'importance de la protection juridique pour les propriétaires de petites entreprises. Bien que je ne souhaite cette expérience à personne, je suis fier de la façon dont je m'en suis sorti. J'ai également appris l'importance de construire un réseau de soutien en dehors de la famille. Mon personnel, mes clients réguliers et même certains autres propriétaires d'entreprises locales ont été incroyablement solidaires tout au long de cette épreuve. Leurs encouragements et leur compréhension ont été d'une aide précieuse. À tous ceux qui m'ont offert leur soutien et leurs conseils tout au long de cette épreuve, merci. Vos paroles m'ont aidé plus que vous ne l'imaginez pendant certains de mes moments les plus sombres. Il y a eu des jours où vos commentaires étaient la seule chose qui me faisait tenir, me rappelant que je n'étais pas folle de me sentir trahi et que je méritais mieux. Quant à la suite, je me concentre sur le fait d'être la meilleure mère possible, de gérer mon restaurant et de réapprendre à faire confiance, dans cet ordre. C'est un nouveau chapitre de ma vie, et bien qu'il ne soit pas ce à quoi je m'attendais, je suis prudemment optimiste pour l'avenir. Je redécouvre des parties de moi-même que j'avais négligées pendant mon mariage, et il est excitant de penser aux possibilités à venir. J'envisage également des moyens d'utiliser mon expérience pour aider d'autres propriétaires de petites entreprises, en particulier les femmes, à se protéger et à protéger leurs rêves. Peut-être qu'un jour j'écrirai un livre ou que je lancerai un groupe de soutien. Pour l'instant, cependant, je prends les choses un jour à la fois. La route à venir ne sera pas facile. Je sais qu'il y aura des défis alors que je navigue dans la monoparentalité et que je continue à reconstruire mon entreprise. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Je ne vis plus dans la peur de ce que mon mari ou ma belle-sœur pourraient faire ensuite. Je suis aux commandes de ma vie et de mon entreprise. Et c'est incroyablement stimulant. Alors, à tous ceux qui sont confrontés à une situation similaire, que ce soit une trahison de la part d'un être cher ou un combat pour votre entreprise, sachez qu'il y a de l'espoir. Ce sera peut-être une bataille longue et difficile, mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Faites confiance à votre instinct. Cherchez de l'aide quand vous en avez besoin et n'abandonnez jamais vos rêves. Merci encore, Reddit, d'avoir été là pendant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie.